à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un journaliste grâce auquel vous allez très certainement remettre en question toutes vos certitudes les plus ancrées. Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, merci. on vous connaît très bien ici, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du service débat au Figaro et au Figaro Magazine. Et si vous nous faites le plaisir de vous arrêter aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que vous allez prendre les commandes d'un nouveau numéro de l'émission intitulée Controverse. C'est diffusé ce vendredi en première partie de soirée sur LCP, une émission en partenariat avec le Figaro TV. Alors, au regard du titre, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les micros grésillent et à ce que le débat s'enflamme, voire même dérape ? Non, en réalité, non. C'est un débat assez posé. On fait même quelque chose qui peut paraître antitélégénique, c'est-à-dire proposer à chacun des interlocuteurs de faire un monologue de 7 minutes. Ce qui est long en télé. C'est pour ça que je vous disais, c'est antitélégénique normalement. Mais j'espère que c'est passionnant et que ça passionnera ceux qui regarderont. Donc, on a un grand oral. Ils sont l'avocat les avocats de leur position, oui. Et donc c'est un débat assez courtois, mais qui va dans le fond des enjeux. On en a fait une première émission autour de La France est-elle en déclin. C'était avec Jean-Pierre Le Goff et Laetitia Sroche-Bonnat. Et là, on a une nouvelle émission. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Oui. C'était avec Olivier Babot et Najat Vallaud-Belkacem. Alors, il y a eu des échanges à fleuret moucheté, mais c'est resté quand même poli. Et je crois que ça a permis de soulever un débat qui était intéressant. Oui, parce que c'est relativement le point commun avec votre émission, notamment Esprit Libre, qui est diffusée, elle, sur le Figaro TV. Généralement, vos interlocuteurs échangent quand même dans un respect mutuel, donc il n'y a pas tout le temps d'écrit, même si ils ont des avis relativement divergents. Vous, de toute façon, vous n'aimez pas consacrer, vous essayez d'instaurer le calme au mieux en tant qu'animateur. J'aime pas couper la parole, en fait. Ouais, vrai. Parfois, on me dit dans l'oreillette de le faire, mais j'essaye de le faire un minimum parce que j'aime bien quand les gens ont le temps de développer leurs arguments. Je recherche pas la petite phrase politique qui fera une dépêche AFP, mais j'essaie que les gens puissent comprendre les positions des uns et des autres sur les enjeux, prendre les enjeux par le fond, ce qui n'empêche pas, je pense, de faire une émission vivante et parfois avec des points de vue assez différents. Et justement, je voulais avoir votre avis sur cette question, parce que vous n'êtes pas un adepte de la petite phrase, vous venez de le rappeler, et malgré tout, on assiste aujourd'hui dans le débat public à une véritable hystérisation des prises de position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez une chaîne d'information en continu, généralement, ça hurle, ça s'invective, parfois il y a des départs en plateau. Vous pensez quoi, vous, de cette ambiance en ce moment dans les médias ? Non, moi, je ne suis pas là pour faire la morale, d'autant plus que je suis moi-même acteur dans un certain nombre de chaînes d'infos. Je trouve que ça peut être intéressant, mais c'est quelque chose qui existe. Effectivement, il y a 3 chaînes d'infos. J'essaie de faire les choses différemment, d'approfondir un sujet. Généralement, on ne balaie pas tous les sujets d'actualité du jour, c'est pas le but. C'est d'approfondir un grand sujet d'actualité et de le faire par le haut. Je pense que c'est un espace dont on a besoin, justement, dans ce paysage médiatique dont le défaut est parfois être dans l'immédiateté et à la surface des choses. Quand je disais que j'étais pas un adepte de la petite phrase, en revanche, je suis un adepte de la belle formule. Et je crois que dans les émissions, nos invités ont l'occasion d'avoir des belles formules, mais aussi d'approfondir les sujets et effectivement de ne pas leur couper la parole et les invectiver. Et voilà, mais je pense que c'est important d'avoir cet espace-là dans le paysage médiatique. Absolument, c'est ce qui fait aussi l'ADN du Figaro TV, absolument. Ouais. L'analyse, le temps long, avec l'expertise des journalistes du Figaro. Alexandre Devecchio, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Cécile Brelot. Allez, on commence ces infos médias avec le départ d'Éric Brunet. Alors là, on est tous tombés de notre chaise hier lorsqu'on a appris ça. Éric Brunet va quitter RTL. Oui, et on doit cette info aux Parisiens. Donc RTL cherche une nouvelle voix pour Les Auditeurs ont la parole, car Éric Brunet, qui a incarné la tranche info de la mi-journée, ne serait pas reconduit. Donc selon les dernières audiences, l'émission était suivie par près de 635 000 auditeurs en moyenne, contre 770 000 quand c'était Pascal Praud qui était aux commandes en 2023. Donc le présentateur, lui, pour rappel, il avait déjà été écarté
déconnecté fin décembre de son programme 20h Brunet sur BFM TV, après seulement 4 mois d'antenne. Bon, à suivre pour l'avenir du journaliste, mais apparemment on murmure un petit retour chez LCI. Alors Éric Brunet est l'un des rares journalistes, enfin en tout cas l'un des premiers journalistes connus pour avoir clamé haut et fort que ses convictions s'ancraient davantage sur la partie droite de l'échiquier politique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant, qu'il y a 10 ans par exemple. Est-ce que c'est moins cracra aujourd'hui de dire qu'on est de droite dans les médias ? Il y a une partie du paysage médiatique qui est toujours assez sectaire. Si on prend par exemple France Télévisions, on voit bien qu'il faut être de droite, mais pas trop, si vous voulez, dans le périmètre défini par la gauche. Donc ça existe toujours. La différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'espace de liberté à droite. Le Figaro TV en fait partie, même si on est capable de discuter avec des personnes de gauche. Donc moi, je suis pour le pluralisme. Ce qui est important, c'est qu'il y ait différentes chaînes avec différents points de vue et que les chaînes assument leur identité. C'est pour ça que je ne suis pas pour les réglementations un peu folles de l'Arcom. Ça avait du sens quand il y avait 3 chaînes de télévision. Et d'ailleurs, il y avait souvent, c'était la période où pour le coup, il y avait une vraie homogénéité idéologique. Aujourd'hui, on a le spectateur a la chance d'avoir un large choix, de pouvoir zapper. Je pense qu'il est assez intelligent, si vous voulez, pour choisir ses programmes. Et donc, le pluralisme imposé à l'intérieur d'une chaîne, je crois que ça n'a plus tellement de sens et c'est surtout une usine à gaz. Ceux qui font de la télé, tous d'ailleurs, vous diront que c'est totalement impossible à mettre en œuvre. Le calcul des temps de parole politiques, vous savez ce dont on parle aussi dans votre émission Esprit Libre. Il faut calculer à la seconde près, effectivement. Pour les hommes politiques, mais si on commence à le faire pour les chroniqueurs, ça va devenir complètement fou. Et puis, on va avoir peut-être des surprises, parce que si France Télévisions ou si France Inter se met à calculer le temps de parole des chroniqueurs et que ça doit être un temps de parole équilibré par rapport au rapport de force politique dans le pays, certaines chaînes vont peut-être changer de couleur politique. Sur France Inter, par exemple. France Inter, par exemple. Mais donc, je pense qu'il vaut mieux laisser la liberté aux chaînes de définir leur contenu éditorial, d'autant plus que les spectateurs ou les auditeurs ont le choix, peuvent zapper, changer d'antenne de radio, et c'est très bien comme ça. Allez, on poursuit ces infos médias avec justement quelque chose qui s'est passé sur France Télévisions que vous avez mentionné, les mésaventures de Jimmy Mohamed. Oui, ô combien ça va vous intéresser. Le comble pour un médecin. En plein tournage du jeu France 2 Fort Boyard, l'animateur du MAC de la Santé sur France 5 a fait une mauvaise chute. Bilan, double fracture de la cheville et une opération à prévoir après un mauvais atterrissage lors d'une épreuve qui se veut particulièrement physique. Donc pour les téléspectateurs inquiets, Jimmy Mohamed a repris les tournages de son programme lundi. Voilà. Il va bien. Absolument, tant mieux pour lui, on l'embrasse, on le connaît, il vient souvent nous voir ici au Buzz TV. Alors c'est vrai que Fort Boyard, c'est l'une des émissions les plus mythiques. Tout le monde a regardé, c'est toute mon enfance. Absolument, ça nous a tous bercés, mais c'est vrai ce que vous disiez sur France Télévisions tout à l'heure, il est très intéressant et c'est la critique qui revient souvent sur le devant de la scène, à savoir est-ce que France Télévisions est un peu trop à gauche ou pas. Il y a des forces politiques qui, à un moment donné, ont préconisé la privatisation aussi de l'audiovisuel public. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est une bonne idée, par exemple ? En tout cas, je disais tout à l'heure, en fait, les chaînes doivent avoir la maîtrise de leur contenu territorial, de leur contenu éditorial. Mais en même temps, sur le service public, il y a une question qui se pose parce que pour le coup, s'il y a des chaînes qui doivent être un peu plus réglementées, c'est celle du service public, puisqu'elles sont payées avec nos impôts et que pour le coup, elles doivent représenter tous les Français. Sachant que la France est aujourd'hui un peu plus à droite qu'à gauche. Voilà, exactement. Donc là, il y a un vrai décalage qui, à mon avis, pose problème. Encore une fois, c'est très difficile à tout réglementer. Donc le plus simple serait peut-être la privatisation. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait des chaînes publiques. Il y en a peut-être un peu trop, si vous voulez. On pourrait se contenter de France 2, France 3, de concentrer les moyens sur 2 chaînes. Et moi, je trouve que ce serait pas mal de privatiser le reste du service public. Du service public. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 409. Oui, exactement. Donc, c'est en milliers le nombre de téléspectateurs qui ont regardé hier soir sur W9 un documentaire qui s'appelle Louane, la princesse des Français à la conquête de l'Eurovision. Tout un programme qui retraçait le parcours de la chanteuse, qui défendra d'ailleurs son pays pour la finale de l'Eurovision ce week-end, donc avec un
titre qui s'appelle Maman. Donc voilà, la chaîne secondaire du groupe M6 signe 2,6% de part d'audience. On sera très attentif à l'Eurovision. La Louane, elle est plutôt bien placée selon les bookmakers pour remporter peut-être. On espère, mais ça fait. Je crois que j'ai jamais vu une victoire de la France à l'Eurovision. Ça date. C'était Marie-Myriam. Exactement. Marie-Myriam. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est plus dur que la Coupe du Monde en fait. Mais Marie-Myriam, plus personne n'en parlera si Louane regarde gagne l'Eurovision. Oui, j'aime beaucoup Louane, mais je trouve quand même l'Eurovision de plus en plus quiche et irregardable. Donc c'est ce que j'allais vous demander. Je préfère gagner une Coupe du Monde que l'Eurovision. Une Coupe du Monde de football. La ferveur serait peut-être différente. Mais c'est vrai que l'Eurovision, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est un événement politique ou bien un événement musical? Parce que c'est vrai que chaque année, on parle beaucoup de ce qui se passe à côté, plus que voilà, les performances des artistes sur scène. J'allais dire ni l'un ni l'autre, ça ressemble de plus en plus à un carnaval kitsch. C'est une soirée d'Halloween. Oui, parce que c'est vrai que les déguisements et les costumes sont parfois assez extravagants. Non, voilà, on sent que c'est plus un show que finalement l'intérêt musical. Et c'est vrai que beaucoup de polémiques se greffent sur l'Eurovision, qu'il y a des intentions de plus en plus militantes derrière. Je trouve que c'est un peu dommage, ça vient gâcher le spectacle. D'ailleurs, le règlement du concours a stipulé qu'il était désormais interdit de porter un drapeau arc-en-ciel aux couleurs LGBT, par exemple, et un drapeau palestinien. Ça, c'est une bonne idée, selon vous? Oui, je pense qu'il vaut... encore une fois, moi, je ne suis pas... pour les réglementations à tout va, mais je trouve que oui, la musique devrait être le plus importante dans ce genre de compétition. Absolument. Bon, on supportera l'ON quand même. Cocorico. On espère que la France va enfin gagner encore l'Eurovision. Ça fait tellement longtemps qu'on n'était pas nés, nous. Mais même pas si nos parents étaient nés d'ailleurs. Allez, on poursuit cet entretien avec vous, Alexandre Devecchio, parce que si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour nous parler de ce nouveau numéro de Controverse sur LCP. Alors quand on présente Controverse, effectivement, c'est une émission où ça débat. Et j'ai envie de dire, encore une émission de débat dans le paysage audiovisuel français. Est-ce que ce créneau, il n'est pas un petit peu saturé aujourd'hui à la télévision? Mais je pense qu'on peut encore le renouveler, on en parlait tout à l'heure. On fait une émission un peu différente puisqu'elle mise sur le temps long. Oui. C'est une émission de débat, mais dans laquelle on ne débat pas de l'actualité du jour, où il y a un seul débat sur un vrai sujet qu'on approfondit. Donc je pense qu'on renouvelle un peu le genre. Il y a un côté participatif également dans cette émission, où le public, un jeune public peut participer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on les fait voter au début et à la fin. Et on voit que le débat, souvent, change, finalement, fonctionne, puisqu'il change le point de vue. Alors, pas de manière radicale, mais à chaque fois, le résultat bouge entre le premier vote et le deuxième vote. Il y a toujours des gens qui changent d'avis, effectivement. Vous nous avez parlé de ce public, justement. Comment vous l'avez choisi ? On a un partenariat avec l'INSEC, donc c'est un public d'école de commerce, peut-être pas représentatif de tous les Français, mais la difficulté quand on enregistre ce type d'émission, c'est d'avoir un public qui est mobilisé au moment de l'enregistrement. Donc ça permettait de faire ça permettait de sonder un peu le point de vue de jeunes étudiants. C'est un mélange tout de même, parce qu'il y a des étudiants et puis il y a des gens qui viennent sur le plateau assister à l'émission. Ça prétend pas de toute manière être représentatif de la vie majoritaire en France, mais ce qui est amusant, c'est surtout de voir comment un débat peut influencer ou non un public, et surtout un débat justement qui n'est pas un débat qui mise sur les grands effets de manche, même si c'est un débat extrêmement vivant, et il y a une forme de plaidoirie, ce que je disais tout à l'heure au début, puisque ça s'ouvre par un monologue de 7 minutes des deux interlocuteurs. Mais c'est intéressant de voir sur un sujet précis, un débat assez long, assez approfondi, comment ça peut faire changer la vie du public. Et ça même, on parle beaucoup de référendum en ce moment. C'est très intéressant pendant la campagne de 2005. Malheureusement, on s'est assis sur le résultat du référendum. Mais je rappelle que le oui dominait, je crois, au début de la campagne à plus de 60%. Concernant les questions européennes. Concernant les questions, le traité constitutionnel européen. Et ça s'était inversé après un débat
très approfondie, il y avait une forte participation. Donc parfois, quand on dit que le référendum, c'est de la démagogie, du populisme, je ne crois pas du tout. Ouais. Ça permet de se saisir de questions précises et de les approfondir. Mais ça peut faire peur à celles et ceux qui les lancent, effectivement, les référendums. Apparemment, ça fait peur au président de la République parce qu'il a lancé je ne sais pas combien de référendums, et puis bizarrement, on attend toujours. Bah oui. On devait en avoir plein en prime time sur TF1 et finalement, on n'en a pas eu. Toujours pas, exactement. Donc regardez Controverse, vous aurez un mini référendum. Voilà, exactement. Heureusement que vous êtes là pour les rattraper. Alors c'est vrai que vous parliez de la joute oratoire qui aura lieu ce vendredi. Elle sera opposée, en tout cas elle opposera Najat Vallaud-Belkacem d'un côté, donc qui est, je le rappelle, un présidente de l'association France Terre d'Asile, ancienne ministre également, et elle a coécrit le livre Les écrans contre la parole. Et de l'autre, nous aurons donc Olivier Babot, Olivier Babot, fondateur de l'Institut Sapiens et auteur de plusieurs ouvrages, dont Le désordre numérique. Quel est celui ou celle qui vous a le plus subjugué lors de cette joute oratoire et lors de ce plaidoyer? Je pense qu'ils ont été bons tous les deux, et je pense que on choisit aussi des sujets dont on n'a pas une réponse évidente, où les gens c'est pas forcément des sujets militants, où les gens n'ont pas une opinion très tranchée par avance. Et moi-même sur ce sujet, j'avoue que j'étais parfois d'accord avec les deux. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, les réseaux sociaux charrient quand même beaucoup de choses extrêmement condamnables, beaucoup de bêtises. Surtout que les écrans pour les jeunes, les très jeunes et même les jeunes, ça peut être quand même problématique que les gens aient les yeux rivés sur leur téléphone portable en permanence. Et en même temps, moi, je me méfie beaucoup de la régulation pour le coup, puisque ça peut aboutir à un ministère de la vérité, entre guillemets. Pourquoi l'État régulerait telle ou telle opinion? Est-ce que telle opinion est réellement extrême? Est-ce que critiquer l'immigration, par exemple, ça vous classe automatiquement à l'extrême droite? Et est-ce que ce sera considéré comme une opinion raciste? Donc je me méfie beaucoup de la régulation, et en même temps, on voit bien que le système actuel de liberté totale n'est pas tout à fait convaincant. Donc c'était intéressant d'avoir, si vous voulez, les deux points de vue. J'étais spontanément quand même plutôt d'accord avec Olivier Babot, qui a un point de vue plus libéral et qui fait confiance aussi à l'intelligence des Français. Moi, je crois que quand même sur les réseaux sociaux, même s'il y a les algorithmes, il y a beaucoup de défauts, il faut quand même faire confiance à l'intelligence. Et je crois qu'il y a aussi deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand c'était Barack Obama qui utilisait les réseaux sociaux, les progressistes trouvaient ça formidable. Aujourd'hui, c'est Donald Trump, il trouve ça un peu moins formidable. Donc le ton n'est pas le même. Non, le ton n'est pas le même. J'étais content aussi d'interroger Najat Vallaud-Belkacem sur le cas de la Roumanie, une élection interdite, parce qu'il y aurait eu, le candidat aurait utilisé massivement TikTok. Ça interroge tout de même. Fallait-il interdire ou pas cette élection? Najat Vallaud-Belkacem a été étonné que je lui pose la question, mais je pense que c'est une vraie question. Donc c'est un enjeu passionnant, et sur lequel, pour le coup, on ne peut pas avoir de réponse manichéenne. Et par exemple, quand on parle de réseaux sociaux, on pense forcément aussi à Twitter. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est devenu aussi un peu une terre de débat, mais de débat aussi très restreint, parce qu'on n'a que 200 signes pour s'exprimer? Oui, c'est-à-dire que ça polarise. C'est un peu l'un des défauts, c'est que ça favorise les positions à l'emporte-pièce, peut-être une forme de radicalité, que ce soit à gauche ou à droite. Et ça, c'est un des côtés négatifs peut-être de Twitter. Après, moi, je pense que ça a fait aussi du bien à la démocratie. Moi, je le vois en tant que journaliste. J'ai connu une époque, je ne suis pas très vieux, mais j'ai connu une époque où justement il y avait peu de chaînes de télévision, il y avait une très forte homogénéité idéologique à l'intérieur des médias. Je parlais de 2005 quand même, il y avait 90% des médias qui étaient favorables au oui. Donc un tel décalage avec l'opinion publique, c'est un problème. Et je trouve que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, eh bien, on ne peut plus mettre quand même sous le tapis les sujets qui n'intéressent pas les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a c'est une sorte d'agora populaire, et finalement ça fait monter des sujets, monter des réalités parfois que les journalistes, parce qu'ils étaient enfermés dans leur bulle, ne voulaient pas voir. Donc ça nous remet aussi un peu en cause, ça nous challenge, et je trouve que c'est une bonne chose. Mais justement, est-ce qu'on ne se trompe pas lorsqu'on considère par exemple que Twitter est une agora populaire? Est-ce que vraiment c'est représentatif d'un pays? Et d'où ma question, est-ce que d'une partie, d'une partie, oui, effectivement, peut-être pas tout le pays, puisque j'ai plus les derniers chiffres, mais tous les Français ne sont pas sur Twitter. Mais regardez, moi, je trouve que, par exemple, ça rejoint le débat qu'on a eu avec Najat Vallaud-Belkacem et Olivier Babot. Je trouve ça curieux
que les élites journalistiques, médiatiques, politiques, tout ce que vous voulez, à partir du moment où sur X, il y a des opinions qui leur déplaisent, vont ailleurs. Ça a quand même un effet bulle. Et pour le coup, les réseaux sociaux concurrents vont être beaucoup plus dans le microcosme, je pense, que X, où il y a quand même un certain nombre de personnes. Donc je ne dis pas que c'est le reflet de la société. D'autant plus que je l'ai dit, ça favorise le manichéisme, ça favorise ceux qui sont plus militants. Mais je trouve que pour un politique ou pour un journaliste se réfugier dans l'entre-soi, c'est quand même extrêmement curieux. S'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe sur X, qu'ils restent et qu'ils le disent. Alors on va vous montrer désormais, Alexandre Devecchio, quelques personnalités qui ont tendance à faire beaucoup parler d'elles sur les réseaux sociaux, qui enflamment régulièrement la toile, et vous allez nous dire dans quelle mesure vous les appréciez ou pas. D'ailleurs, première photo, Jean-Michel Apathy, chroniqueur dans Quotidien et tweetos compulsif. Oui, Jean-Michel Apathy, on se connaît bien, on a souvent débattu ensemble sur les plateaux, et c'est vrai que les échanges avec Jean-Michel Apathy sur X sont parfois tendus. On a eu un échange assez récent où on l'épinglait dans le Figaro Magazine, on le mettait dans la galaxie woke, ça lui avait pas tellement plu. Il le revendique, pourtant, il dit que c'est un journaliste woke. Oui, exactement. Il aime bien la polémique, Jean-Michel Apathy, sur les réseaux sociaux, et après tout, pourquoi pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est l'arbitre des élégances, si vous voulez. Il tweete plus vite que son nom, il a un avis sur tout, il se permet de critiquer tout le monde. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais parfois, il est très susceptible quand on s'en prend à Jean-Michel Apathy. Alors, je sais pas s'il va se réfugier sur un autre réseau social, je crois pas, parce qu'il a beaucoup d'abonnés, mais voilà, quand on aime le débat, faut l'aimer jusqu'au bout, et quand on aime critiquer les autres, faut accepter la critique. Il a un peu du mal, Jean-Michel Apathy, il faut bien le dire, mais voilà, dans la vie privée, les rapports sont extrêmement courtois, et je l'avais même défendu en plus, Jean-Michel Apathy, quand il avait été sanctionné par RTL. J'avais estimé que ce qu'il avait dit était une énorme connerie. Sur l'Algérie, effectivement, où il avait comparé le nazisme à l'Algérie, mais je suis pas non plus pour la sanction, si vous voulez, ni celle de ça regarde RTL, mais il avait été signalé à l'Arcom, et donc ça montrait, voilà, les signalements à l'Arcom. Je trouve pas que ce soit une bonne chose. Si on veut dire que Jean-Michel Apathy a dit une connerie, on peut le dire sur d'autres médias, on peut lui rentrer dedans, donc il n'y a pas besoin de le sanctionner ni de le censurer. Vous avez remercié pour cette défense? Non, je crois. je crois pas. Alors la personne suivante, c'est Clément Viktorovitch. C'est ça, qui était aussi un visage dans Quotidien. Il était aussi passé sur Quotidien. Absolument, et qui est très suivi sur Twitch aussi. Oui, je suis pas un fanatique, pour le dire poliment. Qui est classé à gauche, il faut le dire. Oui, il est plutôt classé à gauche, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas le... Je le trouve un peu docte, si vous voulez, un peu donneur de leçons, un peu toujours... à voir les débats du côté rhétorique, donc si vous voulez, à prendre un élément de phrase ou un élément du raisonnement pour discréditer tout le raisonnement. Je trouve que ça suffit pas, que c'est un peu une facilité, et je trouve que du coup il débat pas vraiment sur le fond, et que c'est dommage. Autre personnalité, un animateur dont tout le monde parle, dont tout le monde a parlé en raison de l'arrêt de son émission et puis de la décision de l'Arcom, c'est bien évidemment Cyril Hanouna, qui va revenir sur W9 avec une nouvelle émission, tout beau tout neuf, ça s'appellera, on l'a appris récemment. Vous en pensez quoi de Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux ? Écoutez, moi je suis pas spécialement fan de ce que fait Cyril Hanouna de manière générale. Je trouve parfois ça un peu vulgaire, un peu on dit souvent qu'il est populaire. Alors il a le mérite effectivement d'attirer des spectateurs, des populaires, des auditeurs populaires, mais parfois je trouve qu'il les tire un peu vers le bas. Il n'empêche, là encore, je pense que c'était pas à l'Arcom de décider de fermer en plus toute une chaîne, de punir tout le monde pour punir Cyril Hanouna. Et par ailleurs, il n'y a pas de raison de punir Cyril Hanouna. Je disais tout à l'heure que moi c'était pas forcément ce
que je préférais à la télévision. Mais s'il faut fermer toutes les émissions qui sont un peu vulgaires, toutes les émissions de télé-réalité, on les ferme. On lui a reproché en plus, ce qui est totalement absurde, son absence de pluralisme. Je crois que c'était la motivation de l'Arcom. Pour le coup, dans ces émissions, il y a des gens qui viennent de partout. C'est même un peu l'un des mérites qu'on peut reconnaître à ces émissions. Donc voilà, moi je ne fais pas les choses de la même manière, je ne les sens pas de la même manière, mais là encore, je suis absolument contre la censure. Juste avant de parler d'esprit libre, dernière question sur Cyril Hanouna, qui a été pressenti à un moment donné pour rentrer dans la course à l'Elysée en 2027. Alors il a démenti en disant que c'était pas forcément son objectif, qu'il n'allait pas forcément se présenter à l'élection présidentielle. Il n'empêche que quand même, en coulisses, ça reste encore ce bruit de couloir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que Cyril Hanouna rentre dans l'arène politique ? J'en suis pas certain. Comme un Coluche à une époque. J'ai envie de dire que bon, on a déjà des candidats qui sont pas top de manière générale, pour le dire, qui sont un peu des clowns. Fantasque, C'est vrai que moi je trouve que ça dit beaucoup de choses sur la politique en réalité. Comme les hommes politiques soi-disant sérieux se comportent parfois comme des clowns, les gens se disent pourquoi pas prendre un clown, un amuseur public, et je dis ça sans aucun mépris pour Cyril Hanouna, puisque après tout, si la politique est du spectacle, prenons un homme de spectacle qui a l'air d'avoir du bon sens, ce sera peut-être pas plus mal que les politiques professionnelles. Je crois que cette candidature, ou en tout cas l'intérêt qu'elle suscite, montre surtout un certain ras-le-bol par rapport à la politique traditionnelle, un discrédit de la politique traditionnelle et une très grande fracture entre les élites et le peuple. Donc le phénomène politique Hanouna en soi est très intéressant. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Vous animez donc également Esprit Libre, un magazine de débat diffusé plusieurs fois par mois le jeudi soir sur le Figaro TV. Un peu une cousine de controverse, mais vous nous avez donné quelques détails pour se démarquer. Très souvent, dans cette émission, vous évoquez le wokisme que certains activistes tentent d'imposer. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes menaces de la société ? Ça en fait partie. On a tendance, et moi le premier parfois, à en rire du wokisme en disant c'est le délire de quelques intellos de gauche, mais enfin c'est une minorité. Et c'est vrai que je pense que la majorité du pays n'est pas dans ce délire-là. La plupart des Français pensent qu'un homme est un homme, une femme est une femme, ne veulent pas revenir à une espèce de politique racialiste où on compte les gens selon la couleur de leur peau. Le problème, c'est que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, prend de la place chez les élites, si vous voulez, à commencer par l'université, qui quand même devrait être un lieu de transmission du savoir et qui est totalement gangréné par ça, par une forme d'ignorance. Moi, c'est ce que je reproche en réalité au wokisme, c'est d'être totalement anti-scientifique et de propager par idéologie, par militantisme, une forme de bêtise et d'extrémisme. Quand ça se répand à l'université, c'est quand même inquiétant. Quand ensuite, par politiquement correct, les politiques se sentent obligés de s'en emparer, quand ça va dans un certain nombre d'institutions, dans la culture notamment, dans le monde médiatique, finalement, c'est quand même inquiétant, parce que ce sont censés être les élites sérieuses, justement, qui reprennent, pardonnez-moi, des foutaises à leur compte, et ça a peut-être quand même de l'influence sur la jeunesse, parce que autant il y a toute une génération qui, je pense, est immunisée contre ça, autant quand ça commence très jeune, parfois même à l'école, je parle de l'université, mais souvent les disciplines qui sont enseignées à l'université, en fait, sont les disciplines qui sont enseignées à l'école. On pense que c'est l'inverse, mais c'est le monde universitaire qui détermine ce qu'on va enseigner, ce qui va se passer à l'école. On peut être inquiet si ça commence dès l'école, le lavage de cerveau, que ça continue à l'université, il va peut-être y avoir une génération qui ne va pas apprendre grand-chose. Et donc oui, de ce point de vue, c'est une menace réelle. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Devecchio. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du service débat au Figaro et au Figaro Magazine. Et par ailleurs, vous présentez ce nouveau numéro de Controverse. C'est ce vendredi en première partie de soirée sur LCP en partenariat avec le Figaro TV. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et le Buzz TV revient demain avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Jacques Pradel, le roi du crime. Voilà, il sort un nouveau livre. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.